Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour ce 3e numéro du développement de la semaine. Et donc la semaine dernière, j'ai sorti une petite vidéo sur les nouveautés de Photolab 8 comme plus ou moins chaque année. Et je me suis dit que, enfin voilà, quand je faisais la vidéo et que je disais que le moteur de débruitage de DxO était le meilleur, c'est quelque chose qui s'applique évidemment à ceux qui en ont besoin, notamment pour les photos à haut ISO et donc plutôt de nuit. Et je me disais, bon, c'est pas clairement un truc que je fais beaucoup. Donc je fais pas d'astrophotographie par exemple, je fais pas non plus beaucoup de photographie de rue. Et j'ai finalement assez peu de photos où on a vraiment besoin de débruiter comme des malades, quoi. C'est-à-dire que autant je reconnais que Photolab là-dessus il est imbattable, autant moi sur un plan perso, c'est pas pour ça que je l'utilise. Je préfère l'utiliser pour d'autres de ses facultés. Mais bon, sur le débruitage, ça me change pas la vie, quoi. Et puis je me suis souvenu d'une photo que j'avais fait, alors qui est pas exceptionnelle, mais c'est une photo que j'avais fait, donc évidemment vous vous en rendez compte, à Times Square à New York, avec un modeste 400D. Et il y a aussi cette remarque, et cette impression, elle rencontre aussi une autre réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps. Et j'en ai parlé dans 2-3 vidéos, alors je sais plus si c'était des vidéos sur YouTube ou si c'était dans des formations payantes sur tuto, mais où en fait les logiciels de dématrissage ont tellement évolué et bien évolué, que quand je réouvre des fois des fichiers de mon modeste 400D, mon premier appareil photo numérique que j'ai acheté en 2006 et avec lequel j'ai plus ou moins appris à faire de la photo numérique, puisque j'avais appris à faire de la photo moi à l'argentique avant, avec des pellicules à l'ancienne, quoi. Bah, je me faisais la remarque que les fichiers, ils étaient plus jolis aujourd'hui en fait, parce que il y avait vraiment plus de matière, il y avait plus de piqué. C'est-à-dire qu'avec ce matériau qui n'a pas changé au fil du temps, les logiciels juste par leur optimisation au niveau du code et aussi avec l'IA, étaient capables de donner des meilleurs résultats. C'est évident finalement quand on y réfléchit que un logiciel de 2024 a de meilleures chances de faire un bon travail pour développer une image qu'un logiciel, un Camera Raw par exemple, de 2006 ou de 2007. Quoi. Et j'avais fait un tuto où il y avait une photo prise en Hongrie, donc à Budapest, où vraiment la photo, quand je regarde le JPEG que j'avais exporté à l'époque, à la taille 100%, et la même chose réexportée avec les processus d'aujourd'hui, les moteurs des logiciels d'aujourd'hui, l'image était vraiment plus jolie, plus nette, enfin c'était incroyable, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc, vu que Photolab est sorti en version 8, on va voir ce que ça donne sur une image qui est vraiment techniquement pas ouf. Donc là, on est sur une image qui a un challenge pour au moins 2 raisons. Donc déjà, c'est du 800 ISO, et 800 ISO sur un 400D, autant dire qu'il y a du bruit, et que dès qu'on va vouloir déboucher un petit peu des ombres ou se faire sortir du détail, ça va être de la purée. Donc, alors, c'est pas un capteur qui est très gros, c'était 10 millions de pixels, il me semble, à l'époque. Donc, la taille 100%, vous voyez qu'on est pas très loin, et déjà, on voit quand même vraiment beaucoup de bruit, quoi. Donc ça, c'est le premier point, c'est que ça, c'est une image qui est très bon candidat pour Photolab. Ensuite, il y a la protection des hautes lumières. C'est-à-dire que sur certains panneaux, évidemment, on a probablement brûlé le capteur, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu ce qu'il y avait derrière, en tout cas, je pense. Mais peut-être qu'avec les moteurs d'aujourd'hui et Photolab d'aujourd'hui, on va être capable de retrouver de la matière dans ces plus hautes lumières. On voit que ça s'écrase un peu sur l'histogramme là-bas. Alors est-ce que on va être capable de retrouver cette matière autant dans le bruit que dans les tons clairs? On va voir ce que ça donne. Donc on va cliquer sur personnaliser. N'oubliez pas que pour cette série de vidéos, on fait dans le subjectif, évidemment, je développe les images plus ou moins comme j'en ai envie. Il y a plein de façons de faire. Si vous allez sur tuto.com, vous pourrez télécharger le fichier source. N'oubliez pas, si vous regardez sur YouTube, que vous pouvez aussi passer par mon site pour vous inscrire à la newsletter et au passage récupérer un coupon sur votre prochaine formation. Donc sur cette photo, vous me proposerez ce que vous avez fait, soit avec un lien dans les commentaires YouTube, soit directement dans le salon d'entraide sur tuto.com. Je suis curieux de voir où est-ce que vous allez arriver. Donc ce que je vais faire, déjà, première chose, j'attire votre attention sur le fait que j'ai désactivé tous les machins qui s'activent par défaut chez DxO. Ça fait partie des trucs qui vous le demandent. Ils vous le demandent la première fois que vous arrivez dans une image. Est-ce que vous voulez qu'il n'y ait aucune modification sur le fichier brut? Ou est-ce que vous voulez que de base on touche à l'optique? Ou est-ce que vous voulez qu'on touche à l'optique et qu'on fasse des corrections de lumière? En l'occurrence, ça active le DxO Clear View, il me semble, par défaut. Alors moi j'ai tout viré. Je veux pas qu'on touche à mon fichier brut à l'ouverture sans
Je veux pas qu'on fasse des trucs sans me dire ce qu'on fait dessus, quoi, en gros. Donc ici, sur cette photo, ce que je vais commencer par faire, c'est voir si je peux retrouver de la matière dans ces panneaux. Ça fait quand même des points. Alors ça fait des points de contraste, hein, ça attire l'œil, c'est plus ou moins joli, mais j'aimerais bien voir si on peut avoir la matière derrière. Donc on va les regarder dans tonalité sélective, et on va regarder les tons clairs. Et vous voyez que effectivement, dans les tons clairs, si je ramène complètement à gauche, on a plein de trucs dans le panneau. Alors celui-là là-bas est complètement carbonisé, on n'a pas de matos. Par contre, dans le panneau LG, on a moyen de retrouver des trucs. On va voir si on active Clearview Plus, qui est censé faire une petite passe de contraste. Vous voyez qu'ici, ça apporte pas grand-chose. Cette petite passe de contraste, on va pouvoir la faire nous-mêmes. Et on la fera nous-mêmes avec la nouvelle courbe, enfin en tout cas la courbe améliorée de DxO. Donc je vais commencer par aller dans les tons clairs et voilà, on va enlever tout ça. Les ombres, je vais essayer de les déboucher un petit peu. Et c'est là qu'on voit beaucoup de bruit. Donc clairement là, on va avoir un petit problème. On n'arrive pas loin d'un effet presque HDR, donc il faut peut-être pas trop déboucher quand même. Et puisque les tons clairs ont un peu mis un impact sur la luminosité globale, je vais envoyer un petit peu d'exposition, je vois une correction manuelle, on va mettre priorité haute lumière fort. Et vous voyez que si je fais ça, ça préserve la haute lumière, mais voilà, ce pré-réglage il est beaucoup trop fort. Priorité haute lumière léger. Je pense que je vais plutôt y aller à la main. En l'occurrence, tout ça, ça fait des priorités sur des hautes lumières et donc du coup, ça a terni. Donc moi, je veux pousser. Donc les pré-réglages sont pas très bons. Ok, donc là, on a rééclairé, on a un peu mieux rééquilibré. Si je fais, comparer le avant et le après. Ok, on a débouché, mais on a perdu forcément un tout petit peu de noir. Donc je vais renvoyer un petit point noir là-dedans pour ressortir du contraste. Et je vais aller sortir dans les blancs ma courbe et faire un petit contraste en S sur le L, donc sur la luminance. Voilà. Et là, vous voyez que on a du contraste, mais on n'a plus forcément cet effet ultra cru, un petit peu traitement au Javel, quoi, hein, quand on avait sur l'argentique. C'est vraiment ce qu'on appelait le bleach process, quoi. C'était vraiment ultra cru. Alors si vous aimez ce look, on peut peut-être aller encore un petit peu là-dessus, mais c'était quand même vraiment très cru. Donc on a restauré de la matière, on a restauré des trucs. C'était beaucoup moins violent que ce que le capteur me propose, enfin ce que DxO me propose avec ce qui a été vu par le capteur par défaut. Et surtout, il y a plus de couleurs, c'est-à-dire que c'était quand même tellement cru que finalement, il y a beaucoup de couleurs qui passaient à la trappe, quoi. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais remonter, donc Smart Lighting, ici, si je l'active, il va précisément me compenser, me détruire mon coup de contraste que je viens de mettre, donc c'est pas intéressant, je vais le garder ici. Il vaudrait mieux l'activer au début si vous voulez faire un Smart Lighting et déboucher les basses lumières tout en préservant les hautes lumières. Moi je préfère, vous avez vu, faire tout ça à la main. Donc Smart Lighting et Clearview, bon, il n'y a pas de voile là-dessus, donc Clearview ça se justifie pas vraiment. Et Smart Lighting, bah, je l'ai fait un petit peu à la main. Alors le vignettage, ici vous voyez on peut le corriger tout simplement, voilà. Et bah, en général on le corrige et puis des fois en fin de production on en rajoute, hein, mais bon. Ça c'est juste pour avoir la base la plus propre possible. Donc il me semble que là quand même par rapport au début, j'ai retrouvé des valeurs, c'est plus lisible, c'est moins cru. Il y a de la couleur, bon ça me semble pas mal. On va passer sur l'onglet de couleur. Donc évidemment je travaille avec le nouveau espace colorimétrique qui a été introduit avec Photolab 7 si mes souvenirs sont bons, donc l'an dernier, donc le White Gamut évidemment. Et alors je vais pas faire de lutte ou quoi que ce soit, par contre sur le mélangeur non plus. Alors je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais peut-être un TSL pour pousser certains trucs, par exemple en TSL sur les oranges. Est-ce que sur cette image ça vaut pas le coup de les pousser un petit peu en saturation? Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont jaunes et oranges. Donc ouais, ça va la faire vivre un peu plus. Et je vais faire pareil sur les bleus, pour avoir une dominante orange-bleu, un peu cinématographique quand même. Et vous voyez que tout de suite, voilà, ça va donner une âme et une couleur à mon image. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est, maintenant qu'on a récupéré tous ces détails,
ce serait arriver à débruiter tout ça. Donc on va aller sur le troisième onglet, on va activer DxO Denoising Technology et on va désactiver, enfin on va activer Deep Prime, donc désactiver haute qualité et activer Deep Prime XD XD2. On peut regarder dans les avancées, donc des pixels morts, je sais pas si on regarde de 100% s'il y en avait, mais le but c'est d'avoir quelque chose qui soit efficace. Donc on va mettre la loupe pour la voir. Donc la petite loupe ici, ne plus afficher. Tac. Et alors on va le laisser, calculer. Pour que je puisse avoir quelque chose qui soit un peu plus correct, on va se mettre à 200. Voilà. Donc maintenant dans la loupe on peut voir le Deep Prime XD se faire. Donc là je suis sur une RTX 3080, donc autant dire que c'est voilà, c'est hyper fluide. Et accessoirement je suis en train d'enregistrer la vidéo, en train d'en encoder une autre en arrière-plan. Donc autant dire que là niveau machine c'est plutôt joli ce qui est en train de se passer. Il y a un encodage vidéo sur NVENC sur la Nvidia qui est en train de calculer, qui calcule le denoise de Deep Prime, et OBS qui est en train d'encoder avec l'encodeur hardware du chipset AMD intégré à mon processeur. Donc là autant dire que ça travaille dur. Et regardez comme c'est propre, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment hyper lisse, mais il y a du piqué, il y a du détail. Quand on, quand on regarde ce que c'était avant, alors je sais pas si je mets rien sur la loupe, regardez, boum, c'était quand même bien crado. Hein. Et avec Deep Prime, on va le laisser calculer, il va charger l'aperçu. Et regardez bien la typo, en fait, le Planet Hollywood qui a pas bougé, il est même plus visible qu'avant, c'est-à-dire, c'est aussi visible sur la voiture. Si on se déplace, se déplacer un petit peu, on va lui laisser faire l'aperçu aussi. Là, c'était quand même très bruité. Alors, on peut activer un truc plus grand sur la loupe, qui prend un peu plus de temps à calculer, évidemment. Mais c'est mieux que le timbre-poste qu'on avait avant. Encore une fois, n'oubliez pas que là, les 3-4 secondes qu'on a attendu, la carte graphique principale est occupée dans un encodage handbrake, et le chipset graphique du processeur est occupé à encoder l'enregistrement même de cette vidéo. Mais au niveau du bruit, franchement, c'est vraiment bluffant, quoi. Et là, pour le coup, on est sur une photo qui tire vraiment parti de cette propriété de DxO qui est unique. Là, on voit vraiment, au niveau du piqué, c'est quand même incroyable. Donc justement, on va aller sur le quatrième onglet. Et je pense que au niveau horizon, je suis pas trop mal. J'allais dire on va redresser l'horizon, mais ça me semble pas pourri. Donc en fait non, on va plutôt aller voir ici, faire compensation de flou optique. Alors on était clairement sur un objectif qui était pas dingo, hein, c'était un Tamron de 70-200 ou 300, je sais plus, 70-300. Bon, c'était pas le haut du panier, on va corriger les aberrations chromatiques, y compris les latérales. Et on va faire un petit masque de netteté. Donc là je suis à 100%, et on va pas hésiter à pousser un petit peu le rayon. Le seuil à l'augmenter, c'est-à-dire que ça s'applique pas à n'importe quel micro-contraste détecté non plus. Et pousser l'intensité. Et donc là, regardez le avant et le après, essayez de vous concentrer sur les éléments tels que les typos, tous les trucs fins qu'on observe sur l'image. Bon, normalement c'est à 100%, mais je vais vous mettre à 200% parce qu'avec le tuto c'est pas évident. Regardez ici, en particulier, à un endroit, là-bas c'est un endroit qui était très bruité. Regardez le avant et le après. Regardez comme l'affiche, si j'arrive à me mettre voilà, sur le avant-après, regardez comme l'affiche ici était floue en fait, hein. Elle était carrément floue. La netteté qu'on a gagnée, alors ça c'est pas avec la netteté, le masque de netteté à proprement parler, c'est avec Deep Prime en fait, hein, parce que Deep Prime dématrice, débruite et augmente aussi les détails. Hein. On le voit notamment sur l'armature ici, sur le poteau électrique, quoi. Enfin le lampadaire, pardon, je cherchais le mot. Regardez comme ici c'était un peu flou. On le voit aussi sur le Novotel, la typo du Novotel, qui était pleine de bruit et vraiment toute douce, pour pas dire floue. Bref, on a gagné de la netteté au passage, et ça essentiellement grâce à Deep Prime en fait. Ensuite, la petite masque de netteté, c'est vraiment pour faire de la finition.
mais sur cette image, on revient quand même d'assez loin euh, par rapport au bruit, par rapport aux couleurs qui étaient délavées, et par rapport au focus en fait qui était voilà, avec un objectif un peu mou, enfin pas de bonne qualité, sur un boîtier lui-même pas de très bonne qualité. Et sur cette image, je pense qu'on revient de vraiment très 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 loin. Ce qui pourrait, je pense, bien marcher, c'est de recadrer peut-être sur un format plus vidéo, parce qu'il y a beaucoup de matière en bas qui n'est pas très utile. Donc on pourrait faire un peu, on va dire, encore une fois c'est subjectif, hein, mais un petit délire cinémascope. Donc on va prendre l'outil recadrer, et je pense que ça vaudrait le coup. Donc là j'ai des ratios qui sont, j'ai un ratio qui est verrouillé. Donc je vais plutôt aller chercher, hop, ratio en bas, et qu'est-ce que je vais faire? C'est une bonne question, ça on va faire un petit 16 neuvième. Voilà, et avoir cette partie de l'image, tout ce truc là en bas franchement ne sert pas à grand chose. On va essayer d'avoir Times Square. Ok, peut-être se mettre juste au-dessus de la bouche d'égout ici, et faire un petit coup de fermer. Voilà, et ça va quand même un petit peu mieux. Encore une fois, c'est pas spécialement bien cadré à cet endroit, il se passe pas grand chose là. Il y a ce point ici qui est où il n'y a rien, et c'est dommage parce que c'est quand même un petit point de force. Et cette voiture qui est bord cadre ici, malheureusement, ça aurait été bien que les deux voitures soient arrêtées sur la ligne ici et qu'on plonge vers la photo comme ça, avec peut-être un truc qui se passe là, mais là c'est bouché avec un truc qui coupe au niveau du cadre. Bon, bref, c'est en soi pas une belle image en fait, c'est vraiment un support pédagogique plus qu'autre chose pour vous montrer comment avec Photolab 8 ici, je récupère des trucs qui, franchement, avec cet appareil et avec cet objectif, étaient jusque-là pas vraiment récupérables, quoi. Donc on a fait un long chemin. Donc c'est plutôt bluffant d'arriver à des résultats comme ça juste avec un nouveau logiciel en fait, hein. La photo n'a pas bougé depuis que je l'ai prise en 2009. Ça fait... j'ai du mal à calculer tellement ça fait longtemps, mais, mais ça fait donc 2009-2014, ça fait 15 ans. J'ai du mal à le croire. Qu'elle est là, déjà 15 ans. Donc essayez de retrouver, si vous avez des vieux fichiers bruts, essayez de voir. Alors je vous dis pas forcément de le faire avec Photolab, d'ailleurs cette vidéo est pas du tout sponsorisée. J'ai pas de lien affilié avec Photolab, ils m'envoient les logiciels, donc je le paye pas. Mais j'en dis ce que j'en veux, je fais ce que j'en veux, ils savent même pas que je vais faire cette vidéo en plus. Euh, donc je suis pas en train de vous dire, c'est pas une photo du style faut sponsoriser, retrouvez vos photos et redonnez-leur un second souffle grâce à Photolab 8. Non, enfin vous le faites avec ce que vous avez, que ce soit Lightroom, Capture One, Affinity, Photolab, On One, Darktable, je ne sais quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une version d'un de ces logiciels d'aujourd'hui va vous permettre de développer et pousser vos photos dans on va dire, des retranchements que vous n'auriez pas eu à l'époque. Et ce qui serait génial, c'est que vous ayez aussi le JPEG que vous avez sorti à l'époque et vous essayez de retomber dessus, de refaire des réglages pour retomber dessus, et vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de définition, vous allez retrouver des tons que vous ne pouviez pas choper à l'époque, enfin, et ça donne des images qui, développées 15 ans plus tard, sont de meilleure qualité, alors que le matériau brut n'a pas changé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et là, d'ailleurs, on n'a pas fait d'IA générative, hein, on n'a pas changé des éléments de la photo, on n'a pas réinventé des trucs. C'est vraiment de... Alors, un petit bémol quand même, Deep Prime XD, c'est basé sur l'IA pour tout ce qui concerne la reconstruction de la matière. C'est-à-dire qu'il invente rien, c'est pas génératif, c'est de l'IA au sens deep learning. C'est-à-dire que il a été entraîné pour reconnaître des surfaces de bitume, du ciel, de la peau. Et donc quand il s'agit de reconstruire du bitume, du ciel ou de la peau, il sait comment le reconstruire. Mais il ne réinvente pas. Ici, il n'a pas réinventé une affiche pour me la remplacer. Voilà, c'est celle que j'ai capturée moi. Mais comme il a reconnu les motifs, il est capable de faire une optimisation de netteté là-dessus, qui va être différente de celle qui est faite sur le taxi, qui va être différente de celle qui est faite sur monsieur qui est ici, voilà, qui du coup n'a pas du tout les mêmes propriétés qu'un objet, qu'une voiture ou qu'une autre surface. Donc ça, c'est du deep learning, c'est juste du travail de texture. Donc c'est quand même de l'IA, mais c'est pas de l'IA générative comme on en entend parler aujourd'hui. Donc c'est pour ça que on est capable de retrouver des détails là où en fait il n'y en avait pas spécialement à l'époque, ou en tout cas on croyait qu'il n'y en avait pas. Donc vous pouvez télécharger encore une fois le fichier source sur tuto.com. Je suis hyper curieux de voir ce que vous arrivez à faire avec cette image, si vous pouvez aussi la pousser dans une autre direction. On pourrait s'amuser à faire le fameux poster Ikea où l'image est en noir et blanc et juste le taxi est en jaune à Times Square, si ça vous amuse. Et par contre, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de me donner
votre ressenti si vous avez réussi à retrouver des vieilles images à vous, des vieux DNG, des vieux CR, CR d'ailleurs, des vieux fichiers, de première génération Canon par exemple, et que vous les développiez avec, un nouveau logiciel, que ce soit encore une fois Photolab 8 ou un autre, histoire de voir si vous arrivez à faire des petits miracles juste en changeant, en faisant un petit voyage dans le temps de 15 ans. Voilà, c'était tout pour ce 3e développement de la semaine. Évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle retouche sur un des logiciels du marché. Merci pour votre fidélité. Bye bye.